Avez-vous déjà eu la sensation que trop penser vous empêche de mieux vivre? Vous analysez tout, vous anticipez des scénarios, vous revenez sans cesse aux mêmes idées et vous n'avancez pas. Plus vous bloquez, plus vous vous sentez mal. L'esprit s'accélère, le corps se fatigue, et la journée devient un cycle qui se répète et vous maintient exactement au même endroit. De l'extérieur, personne ne s'en rend compte. Vous continuez à parler, à travailler, à répondre. Mais à l'intérieur, vous êtes en débat permanent avec votre propre tête, à essayer de vous calmer, à essayer de vous convaincre, à essayer de comprendre ce que vous ressentez. Quand l'anxiété prend le contrôle, vous ne décidez plus avec clarté. Vous réagissez pour sortir de la panique. C'est là que la peur commence à commander à la place de la raison. Vous ne choisissez pas ce qui est juste. Vous choisissez ce qui fait le moins mal à cet instant. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Un esprit agité n'est pas un esprit plus conscient. C'est un esprit hors de contrôle. Il déforme la réalité, exagère les risques, crée des urgences qui n'existent pas et vous pousse à réagir à ce qui pourrait mal tourner, pas à ce qui se passe maintenant. C'est pour cela que l'entraînement n'a jamais été d'éliminer les émotions. C'est impossible. L'entraînement a toujours été autre chose. Ressentir sans obéir, penser sans se perdre, remettre la raison aux commandes même quand l'émotionnel tente d'imposer ses règles. Le tournant commence quand vous comprenez quelque chose de simple. Ce n'est pas la vie qui est hors de contrôle, c'est votre attention. Tant qu'elle reste prisonnière de l'anxiété, vous continuerez à beaucoup penser et à peu agir. Mais quand vous apprenez à faire une pause, à reconnaître ce que vous ressentez et à choisir votre réponse avec clarté, le cycle commence à se briser. Vous n'avez pas besoin de penser davantage. Trop penser est déjà ce qui vous a amené jusqu'ici. Ce qui change maintenant, c'est la manière dont vous vous positionnez face à vos pensées et non face à vos émotions. C'est le début de la maîtrise intérieure. Ce n'est pas faire taire les émotions, c'est décider qui conduit quand elles apparaissent. Quand l'esprit s'accélère et que l'anxiété met la pression, vous ne réagissez pas sous l'impulsion. Vous observez, vous choisissez et vous répondez. C'est ainsi que la raison reprend les commandes. Ce n'est qu'à partir de là que les principes stoïciens cessent d'être de la théorie et commencent à fonctionner. Et pour marquer cela de manière simple, écrivez dans les commentaires un seul mot, contrôle. Écrivez-le pour transformer une intention vague en un engagement explicite. Maintenant, passons au premier principe. Numéro 1. La vie n'est pas une compétition. Il existe une erreur silencieuse qui détruit plus de personnes que n'importe quel échec extérieur, la comparaison constante. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton esprit, tout le temps, presque sans que tu t'en rendes compte. Tu te réveilles, tu regardes ta propre vie, et avant même de commencer ta journée, tu te sens déjà en retard. Quelqu'un va mieux, quelqu'un est allé plus vite, quelqu'un semble plus accompli, plus confiant, plus stable. Et soudain, ton esprit commence à travailler contre toi. La comparaison permanente n'est pas un problème de réalité, c'est un problème d'interprétation. Tu ne vis pas la vie de l'autre, mais tu te juges comme si tu étais dans sa course. Et personne ne peut te trahir, te blesser ou t'étouffer autant que ton propre esprit, quand tu n'apprends pas à le gérer. Tu peux avoir des ennemis à l'extérieur, tu peux avoir des personnes qui te déçoivent, qui échouent avec toi, qui te frustrent, même des personnes qui te provoquent en permanence. Mais aucune d'entre elles n'a le pouvoir de t'affaiblir, autant que ton propre esprit quand il commence à se mesurer avec le mauvais critère. Parce que la comparaison crée un piège cruel. Tu commences à vivre en regardant sur le côté, pendant que ta propre route est oubliée. C'est comme essayer de courir en regardant la piste de l'autre. Tu trébuches, non pas parce que tu es incapable, mais parce que ton attention est au mauvais endroit. L'esprit anxieux fait exactement cela. Il ne te demande pas où tu étais hier. Il ne prend pas en compte ce que tu as surmonté. Il ignore ton contexte, ton histoire, tes batailles intérieures. Il répète seulement « tu devrais être plus loin ». Et cette phrase, répétée chaque jour, crée de la culpabilité, de la précipitation et de l'auto-sabotage. Tu commences à agir non pas à partir de la clarté, mais à partir de la comparaison. Tu ne choisis pas ce qui a du sens pour toi, tu choisis ce qui semble prouver ta valeur aux autres. Épictète avertissait de cela de manière directe. Si tu veux être invincible, ne te compare à personne d'autre qu'à toi-même. Cette phrase est un code de sagesse,
Parce qu'au moment où tu te mesures au regard des autres, tu remets ta paix entre leurs mains. La comparaison ne te motive pas, elle te fragmente. Elle te fait douter de toi, précipiter les processus, accepter moins que ce que tu mérites ou abandonner avant d'avoir mûri. Et c'est ici qu'arrive le tournant qui change tout. L'anxiété ne naît pas d'un manque de capacité, elle naît d'un excès de comparaison. Tu n'es pas en retard, tu es hors de ton propre rythme. Quand tu comprends cela, quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur. L'esprit ralentit, le corps se détend et tu arrêtes de lutter contre ton propre parcours. L'antidote n'est pas de t'isoler du monde, c'est de changer le critère. Remplacer la question « Comment je vais par rapport aux autres ?» par « Comment je vais par rapport à la personne que j'étais ?» Cela rend le pouvoir, cela rend la direction, cela rend le calme. Aujourd'hui, fais un accord simple avec toi-même. Ne compare pas les coulisses avec la scène. Ne compare pas le processus avec le résultat. Ne compare pas ta phase difficile avec le meilleur moment de quelqu'un. Si tu entends ces mots maintenant, peut-être que c'est exactement le moment de faire ce pas. Écris ici en commentaire « Je choisis de me concentrer sur moi ». Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te comparer, ton esprit arrête de t'attaquer et commence enfin à travailler en ta faveur. 2. Tu n'as pas été fait pour tout contrôler. Combien de fois t'es-tu déjà senti anxieux en essayant de contrôler ce qui n'était pas entre tes mains, en tentant d'anticiper, d'ajuster et de définir ce qui n'est même pas encore arrivé? L'esprit ne supporte pas la sensation d'incertitude et essaie de combler ce vide avec des scénarios, des hypothèses et des prévisions. Et si ça se passait mal? Et si la personne réagissait mal? Et si tout échappait au contrôle? Et ce « et si » qui ressemble au départ à de la prudence, se transforme en un état permanent de vigilance, comme si tu devais être prêt à tout le temps. Le problème n'est pas de penser à l'avenir, c'est naturel. Le problème, c'est d'essayer de le dominer avant l'heure. Le stoïcisme a toujours été très clair sur ce point, parce qu'il sépare la vie en deux parties bien distinctes, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi tout simplement. Quand tu mélanges ces deux choses, l'esprit entre en conflit, parce qu'il exige du contrôle là où il n'existe que de l'imprévisibilité, et cette confusion est l'une des plus grandes sources d'épuisement émotionnel qui existent. Tu peux te préparer, tu peux te positionner, tu peux agir avec intention, tu peux choisir tes attitudes, mais tu ne peux pas contrôler la réaction des autres, le timing des choses, le déroulement exact des événements, ni la manière dont le monde va répondre à tes choix. Et quand tu essaies de contrôler ce territoire qui ne t'appartient pas, l'esprit passe en alerte permanente, comme quelqu'un qui essaie de retenir l'eau avec ses mains. Plus il serre, plus elle s'échappe, et plus elle s'échappe, plus il force, jusqu'à finir fatigué et frustré. L'anxiété, c'est ça, de l'énergie dépensée à tenter de contenir ce qui ne se laisse pas contenir. Le tournant commence quand tu comprends quelque chose de simple, mais de profond. Le contrôle n'est pas le pouvoir sur tout. Le contrôle, c'est savoir où investir ton énergie. Épictète l'enseignait avec clarté. Pour lui, la sérénité ne venait pas du fait de dominer le monde, mais de dominer sa propre réponse au monde, parce que c'est là que se trouve ton véritable champ d'action. Quand tu lâches ce que tu ne contrôles pas, tu ne perds pas de force, tu la récupères. Toute l'énergie qui était dispersée à essayer de prévoir l'imprévisible revient vers ce qui transforme réellement. Ton attitude, ton effort, ta préparation, ton caractère, ta manière de réagir à ce qui se présente devant toi. Et quand cela se produit, quelque chose se réorganise à l'intérieur. L'esprit ralentit parce qu'il n'a plus besoin de tout surveiller. Le corps se détend parce qu'il n'est plus en mode de menace constante. La vie cesse d'être un champ de bataille et redevient un chemin. Accepter, ce n'est pas baisser les bras. C'est arrêter de se battre contre la réalité. C'est comprendre que tenter de contrôler le climat, la santé, le comportement des autres ou le rythme de la vie ne te rend pas plus en sécurité, seulement plus fatigué. Et Marc Aurèle rappelait que la tranquillité naît quand tu diriges ta force uniquement vers ce qui dépend de toi, en accueillant le reste avec fermeté, pas avec résistance. Dans la pratique, cela commence de manière simple et concrète. Quand une situation stressante surgit, avant de réagir, fais une pause courte et honnête et demande-toi « Qu'est-ce qui dépend de moi ici ?» et « Qu'est-ce qui n'en dépend pas ?» Ce qui n'en dépend pas, tu le lâches. Ce qui en dépend, tu l'assumes.
Rien que cette distinction rend déjà de la clarté, parce que tu arrêtes de lutter contre le monde, et tu commences à travailler avec ce que tu peux réellement diriger. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne te diminue pas, ça te renforce. Ça te rend le focus, l'énergie et la présence, parce que quand tu arrêtes d'essayer de retenir la rivière, elle cesse de t'emporter et tu apprends à la traverser en choisissant où poser le pied. Et c'est ainsi que l'esprit s'apaise, non pas parce que tout s'est résolu, mais parce que tu as enfin cessé de gaspiller ta force là où elle n'a jamais eu d'effet, et que tu as commencé à l'investir exactement là où elle change tout. 3. Avant d'abandonner, fais le premier pas. Beaucoup d'abandons ne se produisent pas dans le monde réel. Ils se produisent avant, dans le langage que tu utilises à l'intérieur de ta propre tête. Tu n'as même pas essayé, mais tu as déjà décidé que ça n'allait pas marcher. Si je ne suis pas pris, j'abandonne. Je ne vais même pas postuler parce que je ne suis probablement pas le bon profil. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est que ce n'est pas pour moi. Observe le mouvement. Tu es déjà en train de vivre la sensation de l'échec comme si elle était certaine. L'esprit crée un scénario extrême, transforme la tentative en jugement, et pour éviter la sensation de se sentir petit, il choisit de ne pas agir, sauf que ce n'est pas un manque de capacité. C'est une intolérance au commencement. C'est comme quelqu'un qui refuse d'entrer dans l'eau parce qu'elle est froide. Ce n'est pas que la personne ne sait pas nager, c'est qu'elle ne veut pas passer par les premières secondes, et ces secondes deviennent une barrière imaginaire, alors qu'en réalité, elles ne sont que la porte d'entrée. Parce qu'une fois que tu entres, le corps s'adapte, la respiration se règle, et ce qui semblait impossible devient normal. Mais celui qui recule devant le froid ne découvre jamais cela. L'esprit anxieux fonctionne ainsi, il survalorise le début difficile et sous-estime complètement l'adaptation. Alors il crée des règles rigides pour se sentir en contrôle. Si ce n'est pas sûr, ça ne vaut pas la peine. Si ce n'est pas garanti, mieux vaut ne pas y aller. Si ce n'est pas parfait, c'est un échec. Sauf que ces règles ne te protègent pas. Elles te rétrécissent. Elles n'évitent pas la douleur. Elles évitent la croissance. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie pour éviter le frottement. C'est une philosophie pour ne pas être gouverné par lui. Marc Aurèle n'a pas écrit pour te convaincre d'être invincible. Il a écrit pour te rappeler que la vie réelle exige un mouvement conscient, même avec le cœur qui s'accélère, même avec la main qui tremble un peu. Et c'est pour cela que le virage pratique ici n'est pas de devenir courageux, mais d'arrêter d'utiliser la peur comme juge, parce que la peur est un avertissement, pas une sentence. Et quand tu remplaces la pensée « tout ou rien » par une lecture plus honnête, le jeu change. Pas « si je ne réussis pas, c'est fini », mais « si je ne réussis pas, je reviendrai en sachant comment ça fonctionne ». Pas « si je ne postule pas, je me protège », mais « si je postule, je m'entraîne ». Tout à coup, l'action cesse d'être un test de valeur personnelle et devient une construction, devient de l'expérience, devient de la maturité, et c'est là que l'anxiété commence à perdre son carburant, parce que le risque cesse d'être un verdict et devient une expérience. Pense à l'objectif d'un appareil photo quand il est hors focus. Tout paraît menaçant, déformé, trop grand. Mais quand tu ajustes la mise au point, la même scène devient nette, et tu vois ce qu'il faut faire. Thich Nhat Hanh disait que la conscience est comme le soleil. Quand elle éclaire les choses, elle se transforme. Et ici, la conscience n'est pas de méditer sur la peur, c'est de percevoir le moment exact où tu abandonnes dans ton imagination ce qui n'a même pas encore commencé dans la réalité. C'est voir ton propre déclencheur et ne pas lui obéir automatiquement. Parce que combien de fois as-tu terminé une histoire avant d'écrire le premier paragraphe? Combien de fois as-tu abandonné, non pas parce que tu as essayé et échoué, mais parce que tu as décidé par avance que ça ne valait pas la peine d'essayer? Alors aujourd'hui, fais différemment. Ne promets pas le courage, promets la présence. Entre dans l'eau même froide, fais le premier pas même inconfortable, parce que la vie ne répond pas à ta garantie, elle répond à ton mouvement. Et quand tu arrêtes d'exiger la certitude pour agir, tu ne deviens pas parfait, tu deviens constant. Et c'est la constance qui ouvre le chemin. 4. Cesse d'être un figurant et prends le contrôle de ta vie. Quand tu n'assumes pas le rôle d'auteur de ta propre histoire, quelque chose se produit presque sans que tu t'en rendes compte. Ton esprit endosse le rôle de répétiteur. Il répète de vieilles pensées, de vieilles décisions,
des réactions qu'il connaît déjà, non pas parce que c'est bon pour toi, mais parce que cela demande moins d'énergie que de créer quelque chose de nouveau. Et c'est exactement là que l'auto-sabotage s'installe. Tu ne fais pas ça parce que tu veux te nuire, tu le fais parce que l'esprit fonctionne en mode automatique. Et ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de direction consciente. L'esprit préfère répéter un scénario connu, même mauvais, plutôt que d'affronter l'inconfort d'écrire un nouveau chapitre. Pense-y comme ceci. C'est comme écouter toujours la même musique en boucle. Tu ne l'aimes même plus, mais elle continue de jouer parce que c'est la seule enregistrée dans la playlist. Tant que tu ne choisis pas une autre musique, le son ne change pas. L'auto-sabotage fonctionne de la même manière. Il apparaît pour combler un vide précis, le vide de sécurité, de reconnaissance, de contrôle ou de protection émotionnelle. C'est pour cela que le point central n'est pas le comportement en lui-même, c'est le besoin qu'il essaie de satisfaire. Parfois, l'auto-sabotage te protège de la peur d'échouer à nouveau. Parfois, il évite la frustration d'essayer et de ne pas être reconnu. Parfois, il évite le risque de s'exposer, de se positionner, d'assumer une responsabilité. Tant que tu ne perçois pas cela, tu continues à réagir à ta propre histoire, comme quelqu'un qui relit toujours le même chapitre, en espérant que la fin change toute seule. Les stoïciens avaient une vision très claire de ce type de répétition. Pour eux, la liberté n'était pas de faire ce que l'on voulait, c'était d'agir avec conscience. Et la conscience commence quand tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais. Épictète enseignait que personne n'est dominé par les faits, mais par les habitudes qu'il crée pour y faire face. Quand l'habitude est inconsciente, la vie semble arriver sur toi. Quand l'habitude est consciente, c'est toi qui conduis. Devenir l'auteur de sa propre histoire ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie choisir délibérément la manière dont tu réponds. C'est sortir du rôle du personnage qui ne fait que réagir à l'ancien scénario et assumer le rôle de celui qui écrit la prochaine étape. Concrètement, cela commence par une question simple, mais puissante. Qu'est-ce que cette attitude cherche à éviter? Quand tu procrastines, qu'est-ce que tu évites de ressentir? Quand tu abandonnes vite, de quoi te protèges-tu? Quand tu te sabotes, quel besoin essaies-tu de satisfaire? Répondre à cela avec honnêteté change tout. Parce qu'à partir de là, tu ne luttes plus contre le comportement, tu remplaces sa fonction. Si l'auto-sabotage évite le rejet, tu apprends à t'exposer avec plus de préparation. S'il évite la frustration, tu apprends à ajuster tes attentes. S'il évite la responsabilité, tu apprends à prendre des engagements plus petits mais constants. Marc Aurèle a écrit quelque chose d'extrêmement pratique à ce sujet. Ta vie devient ce que tes pensées en font. Et les pensées, lorsqu'elles ne sont pas questionnées, deviennent un scénario. Être auteur, c'est interrompre ce scénario automatique. C'est comprendre que le passé explique, mais ne commande pas, que la peur avertit, mais ne décide pas, que le vide indique un besoin, pas une condamnation. Quand tu fais cela, l'auto-sabotage perd de l'espace, parce qu'il n'est plus nécessaire, il n'a plus de fonction. Et c'est à ce moment-là que l'anxiété commence à reculer, parce que l'esprit cesse de lutter contre lui-même et commence à travailler avec toi. Aujourd'hui, assume l'autorité de ta propre histoire, parce que lorsque tu écris la prochaine étape avec conscience, les chapitres de ta vie cessent de se répéter et commencent, vraiment, à avancer. 5. Arrête de porter des souvenirs qui ne font que te blesser. Ce qui te retient le plus dans le passé, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière dont ton esprit continue de raconter cette histoire. Le fait appartient au passé, mais le récit reste actif. Il répète le même ton, la même conclusion, la même étiquette sur qui tu es, chaque fois que quelque chose dans le présent touche ce point ancien. Tu ne revis pas la douleur parce qu'elle existe encore, tu la revis parce que, sans t'en rendre compte, tu relis le même scénario intérieur chaque fois que ce souvenir est activé. La même phrase, la même interprétation, la même identité sans cesse réaffirmée. L'esprit anxieux fait cela avec une précision chirurgicale. Il prend un épisode difficile et le transforme en définition personnelle. Cela cesse d'être quelque chose qui m'est arrivé et devient « cela explique qui je suis ». Et c'est exactement là que l'auto-sabotage naît. Non pas parce que tu serais brisé, mais parce que tu essaies de vivre le présent en utilisant une carte dessinée dans le passé. Épictète avertissait de cela de façon directe lorsqu'il disait que « ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux.
Le fait est terminé, le jugement continue d'opérer. Chaque fois que tu te dis intérieurement « je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu », tu figes le temps. Tu empêches cette expérience d'accomplir le seul rôle qui pourrait la rendre utile, t'enseigner, puis rester derrière toi. Il existe une différence profonde entre se souvenir et se définir. Se souvenir est une conscience. Se définir est une prison. Un esprit qui n'apprend pas à réécrire des souvenirs douloureux vit comme quelqu'un qui relit sans cesse le même chapitre en attendant une fin différente, sans se rendre compte que le problème n'est pas dans le chapitre, mais dans l'endroit où le livre reste ouvert. Pense à une fenêtre embuée, tu regardes dehors et tout semble déformé, lourd, menaçant. Mais le monde n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la vitre. Quand tu nettoies la fenêtre, le paysage est le même, mais la lecture change complètement. Réécrire les souvenirs fonctionne ainsi. Guérir, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, c'est changer le point d'observation. C'est arrêter de regarder le passé comme une sentence et commencer à le voir comme un processus. C'est pour cela qu'une phrase résume bien cela. Prend tout son sens lorsqu'on la comprend en profondeur. Au lieu de dire « je suis endommagé », dis « je suis en train de guérir ». Au lieu de « je suis brisé », dis « je suis en train de me redécouvrir ». Ce n'est pas de la pensée positive creuse, c'est un repositionnement intérieur. La mémoire n'est pas un bloc rigide, elle répond à l'état émotionnel avec lequel on y accède. Si tu revisites une douleur en te disant « cela m'a détruit », le corps réagit comme si cela se produisait encore. Mais lorsque tu y reviens en te disant « cela m'a traversé, mais cela ne me définit pas », quelque chose change. Le souvenir perd sa charge, perd son emprise, perd son autorité sur le présent. Marc Aurèle l'a écrit avec une simplicité brutale. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Et les pensées répétées deviennent un sol émotionnel. Et c'est sur ce sol que tu marches chaque jour. Réécrire des souvenirs douloureux n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est reconnaître que tu as survécu, traversé, appris, même si cela a fait mal. C'est remplacer la question « pourquoi cela m'est arrivé ?» par « qu'est-ce que cela m'a appris sur moi ?» Ce changement rend le pouvoir. En pratique, commence petit. Quand le souvenir apparaît, observe l'étiquette que tu te colles et consciemment change-la. Pas « je suis méfiant », mais « j'ai appris à me protéger. Maintenant je peux apprendre à faire davantage confiance. » Pas « je gâche tout », mais « j'étais blessé, maintenant je suis plus conscient. » Pas « cela m'a brisé », mais « cela m'a obligé à grandir. » Ce changement est le code de la sagesse. Le plus grand pouvoir que le stoïcisme puisse t'enseigner est que tu ne peux pas changer ton passé, ni à quel point tu as été blessé, mais tu peux changer la façon dont tu regardes cela, dont tu comprends cette phase de ta vie. Quand tu réécris le récit, ton changement n'est plus seulement temporaire, il devient structurel. Le passé cesse de te tirer en arrière et commence à te pousser vers l'avant. Et à partir de ce point, l'esprit cesse de te saboter avec de vieilles histoires et commence enfin à te soutenir. 6. Calme l'esprit. Reviens à l'instant présent. L'anxiété ne naît presque jamais de ce qui est en train de se passer maintenant. Elle naît lorsque ton esprit abandonne le présent et commence à vivre quelques minutes, quelques jours ou quelques scénarios en avance. Quand tu es anxieux, ce n'est pas parce que quelque chose de mauvais se produit à cet instant précis, c'est parce que ton esprit a quitté l'endroit où tu peux réellement agir et a commencé à simuler des futurs, anticiper des conversations, répéter des rejets, projeter des échecs, recycler des possibilités qui n'existent même pas encore, et pendant ce temps le présent, le seul point d'appui réel, reste vide. C'est pour cela que l'anxiété épuise autant. Le corps ne peut vivre qu'un instant à la fois, mais l'esprit essaie de porter toute la journée d'un seul coup. Être présent n'est pas un concept abstrait, ni un idéal spirituel lointain. C'est une compétence pratique, presque opérationnelle. Cela signifie ramener l'attention là où sont tes mains, vers ce que voient tes yeux, vers la décision qui est réellement devant toi maintenant. Les stoïciens étaient extrêmement clairs à ce sujet. Sénèque disait que l'être humain souffre davantage dans l'imagination que dans la réalité, parce que l'imagination ne respecte pas les limites du temps. Elle essaie de tout résoudre en même temps, et cela transforme n'importe quelle tâche simple en épuisement, n'importe quelle conversation en menace, n'importe quelle petite décision en énorme problème.
non pas parce que ces choses sont grandes, mais parce que tu essayes de les résoudre dans un temps qui n'est pas encore arrivé. C'est comme vouloir traverser tout un pont d'un seul coup au lieu de simplement faire le prochain pas. Quand tu regardes le bout du pont, tu ressens de la peur. Quand tu regardes le pas suivant, tu peux avancer. Être présent, c'est cela. Diviser la vie en parties gérables. C'est remplacer la question « et si tout se passait mal ?» par « qu'est-ce qui est devant moi maintenant ?» Cet échange paraît simple, mais il change complètement la qualité de ton énergie. L'esprit anxieux déteste le présent parce que le présent ne nourrit pas les catastrophes. Dans l'instant, presque toujours, tu es en sécurité, tu respires, tu es capable. C'est pour cela que la présence réduit l'auto-sabotage. Quand tu es ici, il ne reste plus de place pour des histoires exagérées, ni pour des jugements anticipés. Et dans la pratique, la présence n'exige ni rituels complexes, ni changements radicaux. Elle commence par de petits retours. Avant de répondre à un message difficile, arrête-toi et relis. Avant de prendre une décision impulsive, observe le corps et la respiration. Avant de te juger trop durement, regarde ce qui a déjà été fait aujourd'hui, pas tout ce qu'il reste encore à faire. Ces petits ajustements réorganisent l'esprit. Ils te sortent du futur imaginaire et te ramènent au seul endroit où le choix existe. Thich Nhat Hanh disait que la conscience transforme tout ce qu'elle touche, et ce n'est pas de la poésie, c'est de la pratique. Quand tu amènes l'attention dans l'instant, la tension diminue, le rythme ralentit, et les décisions deviennent plus claires. Être présent ne résout pas tous les problèmes de la vie, mais cela empêche que tu crées des problèmes qui n'existent pas encore. C'est ainsi que le calme cesse d'être une belle idée et devient une posture concrète face à la journée. Alors, quand tu remarques que l'esprit s'accélère, qu'il commence à anticiper, à dramatiser ou à se perdre dans des scénarios, fais quelque chose de simple et de ferme. Reviens à ce qui est entre tes mains maintenant. Parce que lorsque tu apprends à rester présent, l'anxiété perd de l'espace et ton esprit recommence à travailler en ta faveur. 7. Prends le commandement de tes choix. Il existe un moment, juste avant toute décision, où l'anxiété a l'habitude de s'infiltrer. Pas en faisant du bruit, mais en créant de l'urgence, de la précipitation, en installant la sensation que tu dois choisir vite, régler vite, sortir vite de cet inconfort. Décider avec clarté et décider sous l'effet de l'anxiété sont deux choses complètement différentes. L'anxiété ne décide pas ce qui est le mieux, elle décide ce qui fait le moins mal maintenant. C'est pour cela que tu repousses des conversations importantes, que tu acceptes moins que ce que tu mérites, que tu restes dans des situations dont tu sais déjà qu'elles n'ont plus de sens, que tu changes de plan en cours de route, que tu abandonnes trop tôt. Pas parce que tu as analysé avec lucidité, mais parce que tu avais besoin d'arrêter de sentir cette oppression dans la poitrine, à cet instant précis. C'est une décision anesthésiante. Elle fonctionne comme un médicament qui enlève la douleur rapidement, mais ne traite pas la cause. Le soulagement arrive, mais le problème reste là, intact, en attente de la prochaine occasion de réapparaître, souvent plus fort. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Agir sous l'impulsion émotionnelle, c'est remettre le commandement de sa vie au moment le plus instable de l'esprit. Épictète disait que lorsque l'émotion gouverne la décision, la raison arrive trop tard, uniquement pour gérer les conséquences. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque tu décides pour fuir l'inconfort, tu règles le présent et tu compromets l'après. Pense à quelqu'un qui choisit toujours le chemin le plus court pour éviter une montée raide. Au début, cela paraît plus facile, moins fatigant, plus sûr. Mais quelques mètres plus loin, le raccourci se ferme, oblige à faire demi-tour, et l'effort qui semblait épargné double. Les décisions prises sous l'anxiété fonctionnent ainsi. Elles évitent l'effort initial et allongent le parcours. Quand tu décides à partir de la peur, tu ne choisis pas le meilleur scénario. Tu choisis celui qui exige le moins d'affrontements à ce moment-là. Sauf que la vie ne répond pas au confort, elle répond à la cohérence. Et chaque fois que tu fuis l'inconfort nécessaire, il réapparaît plus tard sous forme de frustration, de regret ou de sensation de stagnation. Marc Aurèle rappelait que l'être humain souffre davantage lorsqu'il fuit ce qui doit être fait que lorsqu'il affronte ce qui doit être traversé, parce que la fuite crée une tension continue, tandis que l'action crée une clôture. Décider avec clarté peut faire mal au début, mais soulage ensuite. Décider pour fuir soulage au début, mais fait payer ensuite.
Le basculement se produit lorsque tu apprends à te poser une question simple avant de décider: ce choix naît-il de la clarté ou du besoin d'arrêter de ressentir l'inconfort, maintenant? S'il naît de la clarté, avance même avec la peur. S'il naît de la fuite, fais une pause, parce que tu es probablement sur le point de répéter un ancien schéma. La décision consciente n'est pas l'absence d'émotion, c'est ne pas permettre à l'émotion de prendre le volant. C'est ressentir la peur et choisir quand même ce qui construit. C'est ressentir l'insécurité et se positionner malgré tout. C'est avoir envie d'éviter et traverser quand même. Quand tu commences à décider depuis cet endroit, quelque chose change profondément. L'anxiété continue d'apparaître, mais elle perd de sa force, parce qu'elle comprend qu'elle ne commande plus. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 attitudes qui font que les gens perdent le respect pour vous. Ainsi, vous pourrez comprendre ce qui se passe et ce que vous pouvez faire pour être traité ou traité avec le respect que vous méritez vraiment. Il n'y a rien de plus douloureux que d'être irrespecté, surtout quand vous êtes connu pour votre bonté, naïveté, cœur généreux et gentillesse. Souvent, vous sacrifiez vos propres besoins et désirs pour les autres, et vous n'arrivez jamais à dire non lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Cependant, cette générosité est valorisée seulement jusqu'au moment où ils n'auront plus besoin de vous. Si, par exemple, vous perdez votre statut, votre emploi, ou si vous traversez une sorte de difficulté et avez besoin d'aide, beaucoup de ceux qui étaient auparavant à vos côtés vont simplement disparaître. Le pire, c'est lorsque vous ne pouvez pas aider en raison de vos propres engagements. Pour ces personnes, vous ne perdez pas seulement de la valeur, mais aussi le respect. Parfois, changer d'environnement ne sert à rien si nous continuons à ne pas comprendre notre manière d'agir, car où que nous allions, nous serons en relation avec le même type de personnes et nous aurons les mêmes problèmes. Marc Aurèle a dit que la première règle est de garder l'esprit tranquille, la deuxième est de regarder les choses en face et de savoir ce qu'elles sont vraiment. Nous devons comprendre nos actions et leurs conséquences. Il arrive un moment où nous devons réaliser la nécessité de changer notre manière d'agir. C'est ainsi que vous obtiendrez le respect que vous méritez vraiment. Pour cela, il est crucial d'identifier et de corriger ces attitudes qui mènent au manque de respect. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 de ces attitudes et apprendre à corriger ces comportements. Mais avant, vérifiez si vous êtes toujours inscrit à la chaîne, parce que parfois YouTube fait des siennes et peut annuler votre abonnement. Profitez-en pour activer les notifications et ne manquez aucune vidéo. Maintenant, commençons. Attitude 1. Parler trop. Imaginez que parler trop, c'est comme un seau percé. Au début, tout semble aller bien, mais plus vous versez des mots, plus le respect des autres s'écoule par le trou. Quand nous monopolisons une conversation, nous envoyons un message clair. Nous ne sommes pas intéressés par ce que les autres ont à dire. Cela peut être perçu comme un manque de contrôle sur nos actions et nos pensées. Zénon de Citium, le créateur du stoïcisme, nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter le double de ce que nous parlons. Savoir utiliser cette proportion avec sagesse nous aide à maintenir le respect et évite que nous soyons perçus comme superficiels ou immatures. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible de changer cette attitude. Le célèbre psychologue et auteur Daniel Goleman, reconnu pour son travail sur l'intelligence émotionnelle, suggère que l'autoconscience est la clé pour contrôler l'impulsion de parler trop. En étant conscient de vos propres sentiments et motivations, vous pouvez apprendre à peser vos mots avant de les exprimer. Une technique simple basée sur ces études, pour vous aider à contrôler l'excès de parole est, premièrement, arrêtez-vous et respirez. Avant de parler, faites une pause et respirez profondément. Cela donne un moment pour réfléchir et évaluer la pertinence de ce que vous êtes sur le point de dire. Deuxièmement, pensez. Demandez-vous si ce que vous allez dire est utile, nécessaire et aimable. Si cela ne répond pas à ces critères, il vaut peut-être mieux le garder pour vous. Troisièmement, parlez avec intention. Choisissez vos mots avec soin, en vous assurant qu'ils contribuent positivement à la conversation. Une autre technique efficace est la méthode d'écoute active, proposée par Carl Rogers. L'idée est de se concentrer davantage sur l'écoute que sur la parole. Quand vous vous concentrez réellement à écouter ce que les autres ont à dire, cela montre du respect et de la considération, ce qui augmente naturellement le respect que les autres ont pour vous. L'auteur Dale Carnegie, qui a écrit le livre
Comment se faire des amis et influencer les autres, a dit un jour, vous pouvez conquérir plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres personnes, que en 2 ans en essayant de faire en sorte qu'elles s'intéressent à vous. Être un bon auditeur est une compétence sous-estimée, mais cela montre l'importance d'écouter et de valoriser les opinions des autres. Contrôler l'impulsion de parler trop et choisir nos mots avec soin peut grandement améliorer nos vies. C'est comme ajuster la voile d'un bateau. Cela vous aide à mieux naviguer dans les interactions sociales. Quand vous démontrez de l'autocontrôle et du respect en choisissant vos mots, les gens commencent à valoriser davantage votre opinion et votre présence. Donc la prochaine fois que vous ressentez l'impulsion de parler trop, faites une pause, respirez et demandez-vous si vos mots sont vraiment nécessaires. Avec le temps, en adoptant une approche plus réfléchie et contrôlée dans vos conversations, vous n'améliorez pas seulement votre image, mais aussi vous renforcez vos relations. Attitude 2, ne pas savoir dire non. Vous êtes-vous déjà retrouvé à accepter une demande alors que vous saviez que vous devriez refuser? Tout ce que vous acceptez enseigne automatiquement aux gens comment ils doivent vous traiter. Pour gagner le véritable respect dans votre vie, vous devez apprendre à dire non. Ne pas savoir dire non et tout accepter peut sembler une manière de maintenir la paix et de plaire à tout le monde. Cependant, cette mentalité conduit souvent à l'opposé. Elle diminue votre autorité et la valeur que les autres vous accordent. Marc Aurèle disait « La plus grande partie de ce que nous disons et faisons n'est pas nécessaire. Savoir ce qu'il faut refuser est aussi important que savoir ce qu'il faut accepter. Quand vous n'établissez pas de limites claires et cédez constamment, vous finissez par être vu comme une personne faible ou manipulable. Cela attire des personnes qui cherchent à profiter de votre bonne volonté. Il est vital de comprendre que gagner le respect ne signifie pas toujours dire oui à tout. Au contraire, cela implique d'affirmer vos propres besoins et valeurs, même si cela signifie dire non dans certaines situations, décevant ainsi les attentes des autres. Quand vous apprenez à dire non, vous assurez que vos relations soient basées sur le respect mutuel, car en vous positionnant et en établissant des limites, vous démontrez que vous vous valorisez et respectez vos propres besoins. Cela non seulement empêche les autres de profiter de vous, mais aide également à construire une image de force et de détermination. Sénèque nous rappelle « Aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où aller ». Ainsi, n'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Le respect de soi est la base pour être respecté par les autres. En apprenant à refuser ce qui ne vous convient pas, vous renforcez votre position et gagnez le respect de ceux qui vous entourent. De plus, cette attitude favorise des relations plus saines et équilibrées, où vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Commencez à pratiquer cette compétence dès aujourd'hui. Observez les situations où vous ressentez la pression d'accepter quelque chose que vous ne désirez pas et essayez de dire non avec fermeté et gentillesse. Rappelez-vous, dire non est un acte de courage et de respect de soi. Et chaque fois que vous le faites, vous êtes plus proche de devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Comprenez que établir des limites claires n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt de l'autoconnaissance et de l'auto-soin. Chaque fois que vous dites « non », vous affirmez votre valeur et montrez que vos priorités comptent également. Cela n'améliorera pas seulement la qualité de vos relations, mais augmentera aussi votre confiance en soi et votre estime de soi. Alors, pratiquez l'art de dire « non » et voyez comment cela transforme votre vie et vos interactions. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été dans cette situation de accepter quelque chose de compliqué parce que vous ne saviez pas dire non. Et ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Attitude 3. L'impact de permettre d'être interrompu. La communication est la base de toute relation saine, que ce soit au travail, à la maison ou entre amis. Une des attitudes qui fait le plus perdre le respect pour vous, c'est de ne pas vous imposer dans une conversation et de vous permettre d'être interrompu ou interrompu. Quand vous permettez d'être interrompu à tout moment, vous envoyez le message que vos paroles et pensées sont moins importantes que celles de celui ou celle qui vous interrompt. Cela ne diminue pas seulement votre autorité, mais peut aussi amener les autres à vous voir comme quelqu'un qui ne valorise pas sa propre voix. Comme s'ils pensaient ainsi, si même Pierre ne croit pas en lui-même, pourquoi devrions-nous écouter ce qu'il dit? Gardez cette phrase avec vous.
Seuls ceux qui se respectent sont respectés. Interrompre quelqu'un, c'est une claire démonstration de manque de considération pour les sentiments et les perspectives d'autrui. Cela indique de l'impatience et une incapacité à écouter activement. Comme l'a dit Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens très efficaces, écoutez avec l'intention de comprendre, non avec l'intention de répondre. Quand quelqu'un vous interrompt, il viole ce principe de base du respect mutuel. Pour maintenir le respect dans les conversations, il est crucial d'établir des limites de manière assertive et éduquée. Si quelqu'un vous interrompt, vous pouvez gentiment dire « Excusez-moi, je n'ai pas encore terminé ma pensée ». Cela montre que vous valorisez votre propre voix et exigez le même respect des autres. En insistant pour être entendu, vous ne réaffirmez pas seulement votre propre respect, mais aussi enseignez aux autres à valoriser votre présence. Cette attitude renforce la dynamique de la conversation, favorisant un environnement plus équilibré et respectueux. Comme l'a souligné la chercheuse Brené Brown, établir des limites claires est un acte d'amour propre. Quand vous établissez un standard de respect mutuel dans les conversations, tout le monde en bénéficie. La communication devient plus claire et efficace, et les relations se renforcent. En conséquence, vous êtes vu comme quelqu'un qui mérite d'être entendu et respecté, augmentant votre autorité et confiance. La communication claire et respectueuse est la clé pour des relations saines. Ne permettez pas d'être interrompu plusieurs fois dans une conversation. Valorisez ce que vous avez à dire, combien vous pouvez contribuer et si cela en vaut la peine, insistez pour être entendu. Attitude 4. Négativité chronique. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour qui rien n'est jamais bon? Il semble toujours se plaindre, voyant le côté négatif de tout. La négativité chronique use les relations et fait que les personnes autour de vous perdent totalement le respect pour vous et peut également nuire gravement à votre santé mentale et physique. Une étude de l'université de Stanford a montré qu'une vision constamment négative peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension, des troubles du sommeil et un système immunitaire affaibli, et même la dépression. Nous croyons généralement que les personnes autour de nous se plaignent beaucoup, mais nous ne nous voyons jamais comme des râleurs. Le premier pas pour surmonter la négativité chronique est de la reconnaître. Épictète nous rappelle que les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Faites attention à vos pensées et à vos mots. Si vous passez vos journées à critiquer ou à prédire le pire, commencez à identifier ces modèles pour les transformer. Une bonne façon de faire cela est d'utiliser la technique appelée ABC, du célèbre psychologue Martin Seligman, connu comme le père de la psychologie positive. A représente l'adversité. Commencez par identifier la situation qui vous dérange. B de beliefs, qui signifie croyance en anglais. Reconnaissez les pensées négatives automatiques qui surgissent. C de conséquences. Observez comment ces pensées affectent votre humeur et votre comportement. Après avoir identifié ces éléments, vous pouvez commencer à défier et changer ces pensées négatives. C'est comme être l'auteur de votre propre livre mental. Si un chapitre n'est pas bon, réécrivez-le jusqu'à ce qu'il soit comme vous le voulez. Il est important de clarifier qu'être positif ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou prétendre que tout est parfait. Cela a plus à voir avec aborder les défis de la vie avec une attitude constructive. Chaque moment est une chance de choisir une meilleure attitude. Au lieu de vous focaliser sur les problèmes, vous commencez à vous concentrer sur la recherche de solutions. Lorsque vous adoptez une mentalité de solution, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez également les autres autour de vous. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui voit un défaut dans tout. Là où le pessimisme se propage, il réduit la productivité et le respect. Soyez proactif et créatif dans la gestion des défis, montrant que la négativité n'a pas sa place dans votre vie. Engagez-vous à l'éliminer définitivement de votre vie. Commentez. Ici non. Et brisez une fois pour toutes ce cycle de pensées négatives et de découragement. Montrez que vous êtes aux commandes. Attitude 5. Être trop gentil. Sénèque, philosophe et écrivain stoïcien, a dit que chaque lieu est une opportunité pour pratiquer la bonté. Et être trop gentil, au début, semble être une vertu. Mais avec le temps, cela peut devenir un fardeau que les autres apprennent à exploiter, ce qui conduit à une perte totale de respect.
Être toujours gentil, en mettant constamment les besoins des autres au-dessus des vôtres, peut amener les gens à remettre en question votre capacité à établir des limites. Cela ne compromet pas seulement votre propre estime de soi, mais donne également l'impression que vous êtes incapable de défendre vos propres intérêts. C'est comme si votre cerveau était une alarme qui ne s'éteint jamais, toujours en alerte pour les besoins des autres tout en ignorant les vôtres. Quand vous cédez aux volontés des autres, surtout face à des comportements inappropriés ou abusifs, vous envoyez le message suivant. Je suis prêt à accepter n'importe quoi. Et lorsque nous nous plaçons dans cette situation, souvent en espérant que l'autre reconnaisse notre valeur, nous finissons par recevoir le pire. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Personne ne viendra te sauver, tu dois te sauver toi-même ». Vous déterminez votre valeur, et le moyen de la communiquer aux autres est à travers vos attitudes. Quand vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, vous ne vous respectez pas vous-même, et sûrement les autres ne le feront pas. Cela ne signifie pas que vous devez devenir une mauvaise personne à partir de maintenant. Établir des limites et apprendre à dire non, ce n'est pas être insensible ou égoïste. Au contraire, quand vous dites non de manière appropriée, vous montrez du respect pour vous-même. Vous reconnaissez votre valeur et celle de votre temps, en maintenant votre autonomie et votre dignité. Être assertif ne signifie pas être rude ou indifférent. Il s'agit de trouver un équilibre entre la gentillesse et la fermeté, en restant fidèle à vos principes et à vos besoins. Richard Branson, un entrepreneur à succès, a dit un jour « Établissez des limites pour protéger votre paix mentale et votre temps. » Et il a raison. Établir des limites est essentiel pour maintenir le respect des autres et préserver votre propre santé mentale. La vie est trop courte pour se perdre à plaire à tout le monde. Soyez gentil mais ferme, et vous verrez que les gens commenceront à vous respecter, vous et vos priorités. Et, si ces mots ont du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Attitude 6. Ne pas tenir les promesses. Mentir, omettre ou ne pas tenir les promesses sont des comportements qui détruisent la confiance et le respect des autres. Quand quelqu'un est pris en train de mentir ou échoue à répétition à tenir ses promesses, cela démontre un manque d'intégrité, de responsabilité et de respect pour les engagements pris. Ce type d'attitude nuit à votre propre estime de soi et crédibilité, et fait que les gens se demandent si vous êtes une personne sincère et digne de confiance. Imaginez que tenir les promesses est comme construire un pont. Chaque engagement tenu est une brique qui solidifie cette structure, tandis que chaque promesse rompue est une brique retirée, affaiblissant le pont jusqu'à ce qu'il s'effondre. Quand vous mentez ou ne tenez pas vos promesses, cela montre un manque de considération pour les sentiments et les attentes des personnes qui ont confiance en vous. Cela provoque déception, frustration et même ressentiment. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de reconstruire votre réputation. Commencez par pratiquer la technique du « promettez moins, livrez plus ». Cette technique implique de s'engager uniquement à ce que vous pouvez vraiment accomplir et, lorsque c'est possible, de dépasser les attentes. Cela aidera non seulement à reconstruire la confiance des autres en vous, mais renforcera également votre propre estime de soi et sens des responsabilités. Une autre stratégie efficace est de maintenir une communication ouverte et honnête. Si vous réalisez que vous ne pourrez pas tenir une promesse, informez l'autre personne le plus rapidement possible, en expliquant la situation sincèrement et en proposant une solution alternative. Cela montre que vous valorisez les sentiments et les attentes des autres et que vous êtes engagé à maintenir l'intégrité de vos paroles. Rappelez-vous, ne pas tenir vos promesses est comme jeter des pierres sur votre propre vitrine. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Ainsi, valorisez vos paroles, tenez vos promesses et observez comment le respect et la confiance reviennent dans votre vie. Attitude 7. Être égoïste. L'égocentrisme et l'exhibitionnisme sont des comportements qui peuvent rapidement miner le respect que les autres ont pour vous. Quand quelqu'un se vante de ses réussites, exhibant ses réalisations sans considérer l'intérêt ou la permission des autres, cela peut être perçu comme arrogant et insensible. Les gens aiment être écoutés et valorisés, et l'égoïsme fait qu'ils se sentent négligés et dévalorisés. Il est naturel et sain de ressentir de la fierté pour ses réalisations et de vouloir partager son bonheur avec les autres. Cependant, exhibez constamment vos réussites, surtout auprès de personnes que vous venez de rencontrer,
peut provoquer un malaise et diminuer rapidement le respect que ces personnes ont pour vous. Il est très important de trouver un équilibre entre partager et être modeste. En fin de compte, être égoïste est comme un aimant répulsif pour les gens. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui ne voit que ses propres besoins et désirs. Pour gagner le respect des autres, il est essentiel d'adopter une approche plus subtile. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vous-même, montrez un intérêt sincère pour les histoires et les expériences des autres. Commencez à écouter attentivement et à valoriser ce que les autres ont à dire. Cela démontre de l'empathie et du respect, ce qui augmente la considération et le respect qu'ils ont pour vous. Une autre technique puissante est de pratiquer la gratitude et la reconnaissance. Au lieu d'exhiber vos réalisations, reconnaissez et valorisez les contributions des autres. Partagez vos réussites de manière modeste et cherchez toujours à célébrer les victoires de vos collègues et amis. Cela non seulement renforcera vos relations, mais augmentera également le respect mutuel. Comme l'a dit l'auteur Brené Brown, la gratitude ne change pas le paysage autour de vous, mais elle vous change. Et la même chose est valable dans la vie. Pour célébrer vos victoires, vous n'avez pas besoin de diminuer la valeur de personne. D'ailleurs, si vous voulez exprimer votre gratitude pour ce contenu, il suffit d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est quelque chose de simple, mais qui nous aide à continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Attitude 8. Agir par intérêt. Lorsqu'une personne montre de l'intérêt uniquement pour se rapprocher de personnes pouvant offrir des avantages tangibles, comme une voiture, de l'argent ou un statut, cela révèle un manque de sincérité et d'authenticité dans ces interactions. Ces personnes changent souvent leur comportement en fonction de qui est à proximité. Elles traitent certaines personnes de manière amicale et aimante, tandis qu'elles ignorent ou méprisent celles qui ne peuvent rien leur offrir. Des études montrent que le manque d'intégrité et de loyauté affaiblit la confiance, amenant les autres à questionner leurs véritables intentions. Les gens remarquent lorsqu'ils sont traités différemment et commencent à s'éloigner. C'est comme si leur comportement était un masque qui finit par tomber, révélant la vérité derrière les actions. Au lieu de cultiver des relations authentiques, cette attitude crée une atmosphère de méfiance et de manque de respect. Pour gagner et maintenir le respect des autres, il est essentiel d'être authentique. Traiter tout le monde avec la même considération, indépendamment de ce qu'ils peuvent offrir, démontre un caractère fort et fiable. Les relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel sont bien plus précieuses et durables. Demandez-vous, traitez-je cette personne avec sincérité ou avec des arrière-pensées? L'autoréflexion est cruciale pour cultiver l'intégrité. Agir par intérêt, c'est comme construire des châteaux de sable au bord de la mer. Cela peut sembler grandiose au début, mais avec le temps, tout se dissout. Pensez à une situation de votre vie où vous vous êtes senti utilisé. Nous avons tous expérimenté ce sentiment d'une manière ou d'une autre et savons à quel point cela peut être irrespectueux. Pour cette raison, ne causez pas chez les autres ce que vous n'aimez pas vivre vous-même. Pratiquez l'authenticité et traitez tout le monde avec respect. Attitude 9. Agir avec irrespect. Imaginez que le manque de respect soit comme un miroir brisé. Chaque fois que vous manquez de respect à quelqu'un, il devient plus fragmenté, reflétant une image déformée de qui vous êtes. Le respect est une rue à double sens. Si vous souhaitez être respecté, vous devez d'abord respecter les autres. Quand vous ne montrez pas de respect, cela indique que vos préoccupations personnelles sont plus importantes que les besoins et les opinions des autres. Pensons à l'exemple de celui qui veut toujours avoir raison. Cette personne se soucie plus d'avoir raison que d'écouter et de respecter l'opinion des autres. Elle garde souvent sa raison, mais d'un autre côté, repousse tout le monde de sa vie. C'est comme ce vieux dicton. Vous pouvez choisir d'avoir raison ou d'être heureux. Ou, comme Épictète l'a dit, le désir et le bonheur n'occupent pas le même environnement. Nous pouvons choisir d'être heureux et de vivre avec sagesse, ou nous pouvons maintenir nos désirs de possession, d'égoïsme, et de croire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons une vidéo sur la chaîne qui parle plus de ce sujet. Vous pouvez la regarder dès que vous aurez terminé cette vidéo. Continuons. Des attitudes comme faire des blagues sur l'apparence de quelqu'un, sa situation financière, discriminer ou mépriser des personnes, ou critiquer les autres de manière arrogante et se placer au-dessus d'eux, diminuent le respect que les autres ont pour vous.
Ces comportements blessent non seulement les sentiments des autres, mais révèlent également un manque d'empathie et de considération. Croyez-le, le manque de respect peut affecter vos relations autant que la malhonnêteté. Une étude de l'Université de Berkeley a montré que l'absence de respect mutuel peut détériorer les relations personnelles et professionnelles, menant à la méfiance et à l'isolement. Ne pas respecter les autres est comme construire des murs autour de soi. Plus vous faites cela, plus vous devenez isolé et distant des autres. Pour maintenir et gagner le respect, traitez tout le monde avec considération et gentillesse, reconnaissant l'importance de leurs perspectives et sentiments. De petits gestes, comme remercier, présenter des excuses sincères lorsque nécessaire et éviter les jugements précipités, peuvent faire une grande différence dans la façon dont nous sommes perçus par les autres.